Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons 3 volets à débattre. Le premier concernant le Liban et Aoun qui défend sa décision de négocier avec Israël. Le second concernant l'Iran et un accord avec Washington inclut Israël et le maintien de son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Et finalement, la dernière section porte sur la sécurité alimentaire et les détails de la sécurité alimentaire sur les stratégies nationales susceptibles de garantir la stabilité des approvisionnements. Et pour nous donner plus d'explications et d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci. Eh bien, nous allons amorcer notre rencontre avec le Liban et le président libanais qui a défendu lundi sa décision de négocier avec Israël et a affirmé avec exigence un retrait ou a souligné l'exigence et la nécessité d'avoir un retrait total israélien du sud du Liban et a déclaré que ce n'était pas négociable alors que des pourparlers entre les deux pays doivent reprendre cette semaine à Washington. Le point. Dans un communiqué commémorant le retrait israélien du sud du pays en 2000, Joseph Aoun a affirmé que cet anniversaire intervenait alors que les agressions israéliennes ne s'arrêtent pas et que des villages souffrent d'une occupation renouvelée. Israël occupe une vaste partie du sud du Liban et mène des frappes massives sur les villages, échappant à son contrôle malgré une trêve avec le Hezbollah pro-iranien entrée en vigueur le 17 avril. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a renouvelé dimanche soir son opposition à ces négociations et répété qu'il refusait le désarmement de son mouvement. La négociation ne sera ni une reddition ni ne fera de concession, a assuré le président libanais. Il a ajouté que la voie vers un retrait israélien total demeurera une revendication nationale constante, non négociable, que l'État libanais s'emploie à obtenir à travers les négociations. M. Aoun a dans le même temps affirmé que la libération du Sud est le devoir de l'État. Les autorités libanaises ont interdit les activités militaires du Hezbollah depuis le déclenchement de la guerre le 2 mars, mais le Hezbollah continue de combattre l'armée israélienne dans le sud et de bombarder épisodiquement le nord d'Israël. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a condamné dimanche les propos du chef du Hezbollah, l'accusant d'appeler à renverser le gouvernement libanais et de vouloir replonger le Liban dans le chaos. Le Liban et Israël, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, ont entamé en avril des négociations sous l'égide des États-Unis. Dr Raouf Ghafar, le président libanais exige un retrait total israélien du sud du Liban et a indiqué que ceci n'était pas négociable. À votre avis, dans quelle mesure Israël peut se plier à cette exigence? Il faut bien comprendre qu'Israël a toujours joué sur le fait accompli, c'est-à-dire même quand on signe une trêve, quand il y a des cessez-le-feu ici et là, c'est toujours Israël qui ne respecte jamais. Et l'agression d'Israël vient toujours après ce genre d'arrangement. Donc, à mon opinion, ce sera un peu difficile d'avoir le retrait complet d'Israël des territoires sud-libanais, surtout que la conviction d'Israël, certainement entre parenthèses, ils veulent s'étendre partout dans le monde arabe, mais pour eux, ils veulent occuper quelques endroits très stratégiques au sud du Liban, et sous prétexte que ça éloigne un peu les Hezbollah du territoire
israélien de façon à ce que les bombardements n'arrivent pas dans la zone nord israélienne. Ce qui est très très difficile à faire et je pense que ça ne pourra jamais arriver. Parce que Hezbollah, il connaît le territoire un peu mieux que les Israéliens, il a toujours le upper hand, comme on dit, c'est-à-dire la main plus... Donc, il se peut que les choses s'arrêtent. Je parle va-et-vient, guerre, etc. Pour quelque temps. Et peut-être les forces israéliennes vont reculer un tout petit peu, mais un retrait complet avant de commencer les négociations, moi je ne pense pas. À moins que ça arrive dans le contexte une proposition d'entente entre l'Iran, l'Amérique, Israël inclus, et que l'Amérique peut exercer une certaine pression pour que Israël se retraite. Est-ce que les États-Unis veulent réellement qu'Israël se retire du sud du Liban? Pour eux, ils veulent la sécurité d'Israël. Si jamais ils peuvent arriver à ça, sans qu'Israël occupe une partie du Liban, c'est la solution, disons, meilleure solution. On arrive ça ou pas, nous savons tous la relation entre Hezbollah et Iran. Donc si jamais il y a une entente entre l'Iran et l'Amérique, je pense que Hezbollah va céder aux ordres de l'Iran et puis ne va pas causer des ennuis et des problèmes à Israël, pourvu qu'eux aussi, ils ne commencent pas. Eh bien, nous allons aborder notre deuxième volet concernant l'Iran et un accord avec Washington inclut Israël et le maintien de son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Il faut dire que l'Iran affirme que la signature d'un accord avec les États-Unis imposerait un arrêt total des hostilités contre le pays, incluant ainsi explicitement Israël ainsi que tous les alliés des deux antagonistes. Selon deux agences iraniennes, le texte rejette formellement les allégations selon lesquelles Donald Trump aurait exempté Israël des obligations de cet accord. Le point. Le mémorandum impose un arrêt total et réciproque des hostilités militaires entre toutes les parties, incluant l'ensemble des alliés de Washington et de Téhéran dans la région. Par ailleurs, l'Iran dément fermement avoir accepté des concessions sur son programme nucléaire, qualifiant de sans fondement les affirmations occidentales. Le texte actuel se limite strictement à l'arrêt de la guerre et ne contient aucun engagement nucléaire de la part de Téhéran, a précisé une source diplomatique proche des négociations à l'agence Tasnim. Les deux médias iraniens affirment que toutes les questions techniques liées au dossier nucléaire ont été reportées à des négociations ultérieures, fixées à 60 jours après la signature officielle de l'accord. Selon l'agence, contrairement aux déclarations de certains responsables américains, l'Iran ne s'est engagé à ce stade à aucune réduction de son stock d'uranium enrichi, ni au retrait de ses équipements ou à la fermeture de ses installations. Le contrôle d'Ormuz maintenu, les médias iraniens ont aussi apporté une précision concernant le trafic dans le détroit d'Ormuz et affirment qu'il ne retrouvera pas son statut antérieur, permettant une libre circulation absolue, comme annoncé par le président américain. Même si l'Iran a accepté que le passage des navires commerciaux reprenne son rythme d'avant-guerre parallèlement à la levée du blocus naval,
la gestion exclusive du détroit, le contrôle du trafic, ainsi que la définition des routes et des horaires de navigation resteront sous la souveraineté et l'administration unique de Téhéran, écrit l'agence Fars. Tasnim a révélé que le trafic dans le détroit d'Ormuz devrait revenir à celui d'avant-guerre 30 jours après la signature de l'accord. Les agences iraniennes ont aussi rapporté que selon les termes de l'accord, les États-Unis devront libérer partiellement 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. À ce stade, la restriction de vente des produits pétroliers devrait également être levée. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré dimanche qu'une annonce pourrait intervenir dans les prochaines heures concernant un accord avec l'Iran qui pourrait mettre officiellement fin à la guerre au Moyen-Orient. L'Iran est un accord à signer tout en exemptant Israël. Dr Raouf Ghafar, l'Iran affirme que la signature d'un accord avec les États-Unis imposerait un arrêt total des hostilités contre le pays, incluant ainsi explicitement Israël que tous les alliés de ses antagonistes. Mais selon les agences, le texte rejette formellement les allégations selon lesquelles Donald Trump aurait exempté Israël des obligations de cet accord. À votre avis, est-ce que Donald Trump aurait vraiment exempté Israël de cet accord? Non, je ne pense pas qu'il a même la force de faire ça. Il n'a pas le moyen. Il n'a plus la force. Il n'a plus. Et c'était toujours Israël qui domine la décision présidentielle en Amérique. Nous savons tous. Donc pour lui, il ne peut pas imposer ceci sur Israël. Et puis un accord, même un protocole d'entente avec l'Iran, sans Israël, ne veut absolument rien dire. Parce qu'on va répéter le même scénario. L'Amérique va peut-être un peu s'arrêter, cesser le feu, et puis Israël, comme d'habitude, va recommencer ses agressions et va obliger l'Amérique d'intervenir. Donc, on rigole. Je m'excuse d'utiliser ce mot, mais c'est une charade, c'est une rigolade pour exempter Israël de ce protocole même ou de cet accord. C'est une chose ridicule. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, si on parle de Hormuz, c'est un passage international dont n'importe quel pays n'a pas le droit d'imposer des sanctions ou d'imposer des restrictions sur le passage. C'est-à-dire, même si le Hormuz est résolu, il y a toujours les menaces de l'autre côté, en provenance d'Israël, etc., etc. Donc, à mon opinion, un accord ou même un protocole, si jamais, doit absolument inclure Israël. C'est clair que le détroit d'Ormuz est un passage maritime et qui doit se plier à des accords internationaux et à la loi internationale. Mais apparemment, c'est la seule carte ou la seule garantie qu'a Iran pour exercer des pressions quelconques pour se défendre. Oui et non. C'est-à-dire, l'Iran, ça c'est mon opinion, je pense que c'est l'Amérique qui pense que sa position en clôturant le détroit d'Ormuz pose une pression sur l'Iran et l'Iran se débrouille. Et nous entendons maintenant qu'un grand pourcentage, la plupart de la production de gaz et de pétrole en provenance d'Iran trouve son chemin vers les marchés asiatiques par d'autres moyens. Donc malheureusement, le problème d'Ormuz va endommager les États arabes plus
que l'Iran elle-même. Mais en principe, chacun des deux côtés pense que ça c'est son atout qui doit jouer. Mais je pense que l'Iran a beaucoup d'autres atouts à jouer. Il y a des forces américaines qui sont dans la région, qui peuvent être justement visées. Alors, c'est-à-dire, nous sommes très près, à mon opinion, de conclure un accord. Ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, on discutait une période de 60 jours dans laquelle tous les petits problèmes doivent être résolus, etc., etc. Mais en principe, je pense que 1 ou 2 jours, Hormuz va s'ouvrir. Et comme je viens de dire, c'est pour le mieux et pour le bien des pays des Émirats, du Koweït, etc., qui ont vraiment beaucoup de problèmes parce que leur production est vraiment c'est-à-dire ils confrontent beaucoup de À votre avis, est-ce que cet accord peut vraiment réaliser l'arrêt total des hostilités? Pour le moment, oui. À mon opinion, ça va s'arrêter pour quelques semaines, disons, espérons bien que ça continue, mais disons au moins quelques mois. Et nous savons qu'il y a des élections en novembre en Amérique et M. Trump a besoin d'une majorité dans les deux chambres. Et nous avons maintenant des élections en Israël, donc encore une fois M. Netanyahu a besoin d'une majorité pour continuer comme Premier ministre. Donc c'est bon de cesser les hostilités des deux côtés pour le moment, et l'Iran a besoin de se reprendre encore une fois. Donc c'est une situation qui est parfaite pour tout le monde. Ça va durer combien? Jusqu'à la fin de l'année, disons, si jamais on se met d'accord sur tous les détails d'ici la fin d'année, c'est bien. Sinon, peut-être ça va recommencer, espérons que non, pas moins que 6 mois. Et à votre avis, pourquoi est-ce que la question relative au détroit d'Ormuz reste toujours en suspens? Mais comme je viens de vous dire, parce que l'Amérique pense que ça c'est une pression. Mais franchement sur Terre, non. Ça représente une petite pression sur l'Iran, mais une très grande pression sur les autres pays. Et c'est pour ça que ça ne doit pas durer. Et je pense que l'Amérique a bien compris que ce que bloquait le passage n'est pas pour le bénéfice de l'Amérique d'un côté, et vraiment ça endommage tous les pays du Golfe, qui sont supposément des amis, disons, à l'Amérique. Et à votre avis, comment peut-on analyser actuellement la situation au Proche-Orient? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de vraies négociations, ou est-ce qu'à votre avis c'est juste une trêve et qu'il y a des machinations qui sont en train d'être montées, et parce qu'il y a eu des menaces quand même de la part des États-Unis? Ou est-ce que vraiment les États-Unis se sont réellement affaiblis, ou est-ce qu'ils étaient faibles à l'origine? Une bonne question. Encore une fois, mon opinion, c'est que ils ont, disons, mal jugé la situation. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de contrôler le pétrole pour essayer de mettre une certaine pression sur la Chine, d'un côté. Et ils pensaient que l'exercice qu'ils ont fait comment dire,
Caracas, n'est-ce pas, au Venezuela, va se répéter copie conforme avec l'Iran. Ils n'avaient pas compris la mentalité, les convictions et la religion, etc. Et c'est pour ça, je pense que les réserves dans les dépôts américains d'armement et d'ammunition baissent, et ça va prendre beaucoup de temps pour le récupérer. Donc, à mon opinion, c'est l'Amérique qui est un peu coincée. Et ils savent ça bien, mais ils doivent certainement ne pas le dire. C'est pour ça que le logique vise vers une entente, vers un protocole, vers un accord pour essayer de... ils sont à bout de souffle, à mon opinion, et peut-être l'Iran est encore plus prête aux nouvelles hostilités plus que Israël et l'Amérique. C'est pour ça que je pense qu'ils vont arriver à quelque chose. Les États-Unis et la Russie ont tenu des pourparlers et des négociations. À votre avis, est-ce que ceci ouvre une nouvelle chaîne de négociations, ou est-ce que la Chine pourrait exercer quand même un point de pression sur les États-Unis? Bon, la Chine au moins superficiellement, ne montre pas qu'ils sont même, voilà, ça ne leur importe pas. Mais la Russie, il y a des, je ne veux pas dire des menaces, mais il y a des signes, il y a des messages. Sous-entendu, nous sommes derrière l'Iran, nous allons supporter l'Iran avec logistiquement. Nous avons vu d'ailleurs beaucoup de témoignages là-dedans. Nous allons être toujours au dos d'Iran. Nous n'allons pas laisser l'Iran tomber. Et je pense que ces messages ont été bien compris par les États-Unis. Et c'est pour ça que l'intervention de la Russie, certainement, encore une fois, la Chine est toujours derrière la Corée du Nord et la Russie, et bien qu'on ne déclare pas ça, mais au moins c'est bien connu. Je pense que ces messages vont représenter encore une fois une espèce de pression pour les États-Unis, de façon à ce qu'ils vont accepter un cessez-le-feu, peut-être un accord à long terme, et comme je viens de dire, parce que c'est pour le mieux de tout le monde. Les États-Unis souffrent, je ne veux pas dire sur le plan même militaire, ils vont souffrir, leur présence dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes, etc., certainement va diminuer, leur prestige va un peu changer, et c'est pour ça que il y a une tendance américaine pour accepter ce qui va arriver et s'entendre avec l'Iran. Eh bien, docteur Raouf Gaffar, vous êtes analyste politique. Nous avons un troisième et dernier volet à débattre concernant les stratégies nationales susceptibles de garantir la stabilité des approvisionnements. La sécurité alimentaire représente un enjeu stratégique pour l'Égypte face aux défis mondiaux actuels, et grâce aux projets agricoles, à la modernisation des infrastructures et aux politiques de diversification, l'Égypte cherche à garantir un approvisionnement stable en produits alimentaires. Et malgré les difficultés, les stratégies nationales montrent la volonté de construire un système alimentaire plus durable et plus résilient pour l'avenir. Le point.
Les phénomènes climatiques extrêmes comme la sécheresse, les inondations et les vagues de chaleur réduisent la production agricole mondiale. Ces changements affectent particulièrement les pays dépendants des importations alimentaires. Les guerres et les tensions internationales perturbent les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, la crise russo-ukrainienne a provoqué une hausse des prix du blé et de l'énergie, ce qui a touché de nombreux pays, y compris l'Égypte. L'augmentation rapide de la population mondiale entraîne une demande plus importante en nourriture, en eau et en énergie. Cela exerce une pression sur les ressources naturelles. La hausse des coûts du transport, des engrais et des matières premières contribue à l'augmentation des prix alimentaires sur les marchés internationaux. L'Égypte est l'un des plus grands importateurs de blé au monde. Le pays dépend partiellement des importations pour répondre aux besoins de sa population. Cependant, l'État égyptien a adopté plusieurs politiques afin de renforcer son autonomie alimentaire. Les stratégies nationales de l'Égypte pour garantir la sécurité alimentaire dépendent de l'expansion des terres agricoles. L'État a lancé plusieurs projets nationaux pour augmenter les surfaces cultivées, comme le projet du nouveau delta, le projet de Toshka, la bonification des terres désertiques. Tous ces projets visent à augmenter la production agricole et à réduire les importations. D'autre part, l'Égypte encourage l'utilisation des systèmes d'irrigation modernes afin d'économiser l'eau et d'améliorer la productivité agricole. Le gouvernement fournit des semences améliorées, des engrais et des programmes de formation pour aider les agriculteurs à augmenter le rendement. L'État a aussi développé de grands silos modernes pour stocker le blé et garantir la disponibilité des produits essentiels pendant les crises. L'Égypte cherche à diversifier ses partenaires commerciaux afin d'éviter la dépendance à un seul marché international. Le gouvernement soutient les industries agroalimentaires pour réduire les pertes agricoles et augmenter la valeur ajoutée des produits locaux. L'Égypte coopère avec plusieurs organisations internationales comme la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette coopération permet d'échanger des expériences, d'obtenir un soutien technique et de renforcer les capacités nationales. Nous retrouvons notre invité, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie et analyste politique. Dr Raouf Ghaffar, quels sont les défis qui s'opposent à la sécurité alimentaire en Égypte? Multiples. La situation est très complexe si on parle de l'Égypte. C'est-à-dire, c'est tout lié, malheureusement, je veux dire. La production de notre nourriture n'est pas suffisante. Je parle de blé, je parle de produits essentiels, certainement. Il y a une trentaine d'années, peut-être un peu plus, il y avait une décision politique de se concentrer sur les légumes et les fruits pour exportation et sécuriser l'importation de notre blé de certains producteurs et de certaines régions. La crise de l'Ukraine et la Russie a démontré très clairement que cette décision à l'époque n'était pas juste et qu'il faut se concentrer sur la production de notre propre nourriture. Peut-être jadis la population un tout petit peu moins que maintenant. Ça encore, c'est un autre, disons, problème. C'est que la population augmente, ce qui veut dire la consommation augmente et ça représente un défi considérable. Donc encore, il faut trouver une solution pour essayer de diminuer un tout petit peu la... Est-ce qu'à la lumière des défis climatiques dans le monde et des problèmes d'une manière générale, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une sécurité alimentaire à 100%?
Non, à 100% non, mais c'est-à-dire les changements climatiques, etc. Certainement, ça a certains reflets sur ceci, mais ce n'est pas considérable. Je parle de l'Égypte, nous avons un grand problème en ce qui concerne l'eau, par exemple, ce qui est un élément essentiel et peut-être plus essentiel dans la production agricole, etc. Et c'est pour ça que maintenant on trouve des alternatives, c'est-à-dire le traitement de l'eau pour permettre de l'utilisation de cette eau plusieurs fois. Nous avons fait des efforts colossaux pour augmenter la superficie agricole. Nous avons au moins ajouté 2 ou 3 millions de fédans, bien qu'on a perdu à cause de construction, etc., un tout petit peu de terrain, mais on a récupéré et on a bonifié beaucoup de terres. Vous avez mentionné dans votre rapport justement Toshka d'un côté, ça représente une toute petite superficie, mais les nouveaux projets, nouveaux deltas, etc., que le président a inauguré l'autre jour, ça représente un pourcentage très considérable. On parle peut-être de 40% d'augmentation dans la superficie et ça continue. Mais il faut compter sur comment avoir l'eau suffisante pour ce genre de projet. Certainement, les méthodes d'irrigation changent, méthodes de cultivation protégée, serre, etc. Ça diminue l'utilisation et la consommation d'eau. C'est-à-dire, on va dans des chemins parallèles pour justement augmenter non seulement la production disons horizontale, mais aussi verticale. On commence à sentir que ça, notre importation de blé diminue d'un an à l'autre. On doit augmenter la production pour avoir vraiment notre volonté. Parce que quand on compte sur un pays, même avec des relations impeccables, pour un produit si essentiel et si vital et si stratégique, c'est bon, mais les choses changent. Donc il faut compter sur soi et faire tout ce qu'on peut justement pour aboutir à une, disons, le plus possible d'une autosatisfaisance sur le plan nourriture. À votre avis, est-ce que les nouveaux projets agricoles ont déjà abouti à des résultats concrets? Oui. Un tonne en plus, c'est déjà une amélioration. Donc oui, certainement, ça aboutit à des nous avons les chiffres, les nombres, ça ne ment pas. C'est-à-dire, oui, on a augmenté la production, on a diminué l'importation, et j'espère que ça va continuer de façon à ce que d'ici peut-être une dizaine d'années, nous allons produire peut-être 70-80% de notre nourriture, le blé je parle, et puis il faut c'est la seule solution à mon opinion, mais il y a des efforts vraiment considérables. Infrastructures, il faut parler qu'on pensait que les projets d'infrastructure n'étaient pas très utiles à long terme, etc. Mais maintenant, on commence à comprendre que oui, on avait besoin d'énergie, on avait besoin de ports, on avait besoin d'autoroutes, etc. Parce que c'est
un système intégral. On ne peut pas aller dans une voie et laisser l'autre. Il faut aller parallèlement dans toutes les directions, je veux dire. Absolument. En un mot, certainement, ça a un impact très positif et ça a fait un grand changement. Espérons que ça va continuer. Les projets agroalimentaire, production agroalimentaire encore augmente et encore une fois dépendre sur soi-même dans notre nourriture, c'est une chose très importante. Justement, comment parvenir à l'autosuffisance et faire face à l'augmentation des prix alimentaires? Une fois que nous sommes près de l'autosatisfaisance, on peut contrôler les prix. Mais quand on a recours à l'importation, ici on ne peut pas contrôler le prix du dollar, des crises qui arrivent, des guerres ici, des crises là. Ça représente encore des défis qui sont complètement hors de notre main. C'est-à-dire, si jamais la production ailleurs diminue, les prix vont hausser, que ça nous plaise ou pas, c'est une réalité et nous n'avons pas de contrôle. Mais quand nous avons la production, la plupart disons la production locale, on peut faire des subsides, on peut faire des efforts locaux pour essayer de conserver les prix sans des hausses inattendues. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine. Au revoir.